L'amour, c'est quoi au juste? C'est la grande question, celle que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Eh bien, imaginez, il y a 2400 ans, à Athènes, une bande de génies, pendant un dîner, se sont dit « et si on essayait d'y répondre ?» Et cette discussion, Platon l'a notée pour la postérité. C'est devenu l'une des explorations les plus profondes et les plus célèbres sur le sujet. Alors c'est parti, on plonge avec eux dans ce fameux banquet. Quand on pense à Socrate, on a souvent en tête cette image, non? Le grand philosophe, condamné à mort, qui boit la ciguë. C'est tragique. Mais avant ce moment final, Socrate était au cœur de la vie intellectuelle d'Athènes. Et pour vraiment le comprendre, il faut le voir non seulement comme un martyr, mais aussi comme l'invité d'honneur de la fête qu'on s'apprête à découvrir. Une fête où l'amour était le seul et unique sujet de conversation. On remonte le temps. Nous voilà en 416 avant notre ère. Un jeune poète qui a le vent en poupe, Agathon, vient de gagner un prix de tragédie. Et pour fêter ça, il organise un banquet, un symposium, comme disaient les Grecs. Sauf que voilà, les invités sont un peu fatigués de la fête de la veille. Alors ils se mettent d'accord, ce soir, on y va doucement sur le vin. Et à la place, ils se lancent un défi. Que chacun fasse un discours pour chanter les louanges d'Eros, le dieu de l'amour. La question semble toute simple, mais les réponses, elles, vont être incroyablement différentes. Ce qui commence comme un simple jeu entre amis va très vite se transformer en une véritable joute d'idées, un tournoi philosophique pour tenter de cerner l'essence de l'une des forces les plus puissantes qui soit. Allez, que la compétition commence. Les premières à prendre la parole vont poser les bases. Chacun va y aller de sa théorie, des idées les plus classiques aux visions les plus cosmiques. C'est un peu l'échauffement intellectuel avant l'arrivée du champion, le clou du spectacle, Socrate. C'est Phèdre qui ouvre le bal. Pour lui, les choses sont assez claires. L'amour est le plus ancien des dieux et c'est surtout le meilleur moteur pour nous pousser à être honorables. Son argument ? Un amant n'oserait jamais faire une lâcheté devant la personne qu'il aime. Il pousse même le raisonnement jusqu'au bout en imaginant qu'une armée entièrement composée d'amants serait tout simplement invincible. Bref, pour lui, l'amour, c'est ce qui nous rend héroïques. Ensuite, c'est au tour de Pausanias. Et là, ça se complique un peu. Il nous dit qu'en fait, il n'y a pas un seul amour, mais bien deux. D'un côté, il y a l'amour populaire, en gros, c'est l'amour physique, commun, celui qui ne dure pas vraiment. Et de l'autre, l'amour céleste. Là, on parle d'une connexion des âmes, de quelque chose de bien plus noble, qui vise la sagesse. C'est un amour qui est fait pour durer. Et cette distinction, elle est cruciale, elle va vraiment marquer tout le reste du débat. Le suivant sur la liste, c'est Éric Simac, le médecin. Et lui, il voit encore plus grand. Pour Éric Simac, l'amour n'est pas qu'une affaire humaine. Non, c'est un principe universel, une sorte de force cosmique qui crée l'harmonie. Il le voit partout. En médecine, c'est ce qui équilibre les humeurs du corps. En musique, c'est l'accord entre les notes. Pour lui, l'amour, c'est ce qui rassemble les contraires pour créer l'ordre dans l'univers tout entier. Alors que les discours deviennent de plus en plus abstraits, la soirée prend un tournant complètement inattendu. Le prochain orateur n'est pas un philosophe, mais le plus grand auteur de comédie d'Athènes. Et il s'apprête à raconter une histoire que personne, vraiment personne, n'oubliera. Aristophane, qui vient tout juste de se remettre d'un hoquet assez témasse, va proposer une explication qui ne ressemble à aucune autre. Il ne va pas nous sortir une théorie, mais un mythe. Une histoire sur les origines de l'humanité, pour nous expliquer pourquoi l'amour nous chamboule à ce point. Et il commence son histoire. Imaginez, nous dit-il, qu'à l'origine, les humains étaient très différents. Il n'y avait pas deux sexes, mais trois. Il y avait le genre masculin, né du soleil, le genre féminin, né de la terre, et un troisième genre, l'androgyne, né de la lune, qui mélangeait les deux. Ces êtres originels, continue-t-il, étaient incroyablement puissants. Des créatures rondes avec 4 bras, 4 jambes, tellement puissantes qu'elles ont osé vouloir prendre la place des dieux sur l'Olympe. Pour les punir de leur orgueil, Zeus a trouvé une solution terrible. Il les a coupées en deux pour les affaiblir. Et depuis ce jour, chaque moitié d'humain erre sur Terre, avec ce sentiment de vide à la recherche désespérée de sa part manquante. L'amour, conclut Aristophane, ce n'est donc rien d'autre que ça, ce désir poignant de retrouver notre moitié originelle pour se sentir, enfin, à nouveau entier. Après ce récit incroyable, c'est enfin le tour de l'invité d'honneur, Socrate. Et comme d'habitude avec lui, il ne va pas se contenter de donner son avis. Non, il va d'abord déconstruire tout ce qui a été dit et changer complètement les règles du jeu. Et voilà le point clé. Jusqu'à présent, tout le monde a fait l'éloge de l'amour en listant toutes ses qualités, tout ce qui nous apporte de bien. Et Socrate, il arrive et il dit « stop ». Avant de se demander ce que l'amour fait, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord se demander ce que l'amour est ? C'est un changement de perspective total. On passe des effets de l'amour à son essence même.
Socrate commence alors son fameux interrogatoire avec Agathon. Sa logique est implacable. Premièrement, l'amour, c'est toujours l'amour de quelque chose. Deuxièmement, on désire forcément ce qu'on n'a pas. Et troisièmement, tout le monde est d'accord pour dire que l'amour désire le beau et le bon. La conclusion, du coup, elle est inévitable. Si l'amour désire la beauté, c'est qu'il en manque lui-même. Ce n'est donc pas le Dieu parfait que les autres ont décrit. Mais Socrate, avec son humilité habituelle, son humilité un peu feinte, ne s'attribue pas à cette découverte. Il affirme que tout ce qu'il sait, il le tient d'une femme, une prêtresse très sage de Mantinée qui s'appelait Diotime. C'est elle qui l'aurait initié au grand mystère de l'amour. Son discours, ce sera donc le récit de ce qu'elle lui a enseigné. On arrive maintenant au cœur philosophique du banquet. Diotime, à travers la voix de Socrate, va nous décrire l'amour non pas comme un état, mais comme un chemin, une sorte d'ascension, marche par marche, qui nous mène de la simple attirance physique jusqu'à la forme la plus élevée de la connaissance. Et Diotime, elle redéfinit tout. Pour elle, l'amour n'est ni un mortel, ni un dieu, c'est un intermédiaire, un daimon, et son but ultime, ce n'est pas de posséder la beauté, mais de créer dans la beauté. C'est notre façon à nous de toucher à l'immortalité, que ce soit en ayant des enfants ou en donnant naissance à des idées, des lois, des œuvres d'art. Cette ascension, c'est la fameuse échelle de l'amour. On commence tout en bas par l'amour pour un seul beau corps. Puis, on réalise que la beauté se retrouve dans tous les corps, alors on apprend à tous les aimer. Ensuite, on s'élève encore et on comprend que la beauté de l'âme est bien plus précieuse. De là, on passe à l'amour des belles lois, des belles institutions, puis à la beauté des sciences et de la connaissance. Jusqu'à arriver tout en haut de l'échelle, la contemplation de la beauté absolue, parfaite, éternelle, le but ultime. Socrate vient à peine de finir cette démonstration philosophique magistrale quand, tout à coup, on entend un vacarme à la porte. La théorie la plus abstraite va être confrontée à la réalité la plus brute, avec l'arrivée d'un invité totalement imprévu. C'est Alcibiade, le jeune homme le plus beau, le plus riche, le plus célèbre et le plus sulfureux d'Athènes. Il débarque, complètement ivre. On lui demande de faire lui aussi un éloge de l'amour, mais il refuse. Non, à la place, il va faire l'éloge de Socrate. Et d'un coup, on passe de la théorie sur l'amant parfait à un exemple en chair et en os. Pour décrire Socrate, Alcibiade utilise une image géniale. Il dit que Socrate, qui était réputé pour sa laideur, ressemble à ces petites statues de Silène qu'on trouvait au marché. De l'extérieur, elles sont moches, grotesques, mais quand on les ouvre, à l'intérieur, on trouve de magnifiques figurines de dieux en or. C'est l'image parfaite de Socrate, une apparence repoussante qui cache une sagesse divine. Alcibiade se lance alors dans une série d'anecdotes très personnelles. Il raconte comment il a tout essayé pour séduire Socrate, pensant que sa grande beauté lui donnerait un avantage. Mais Socrate est resté de marbre. Il parle de son endurance incroyable au froid pendant les guerres, de son courage au combat. En fait, sans même s'en rendre compte, Alcibiade est en train de nous peindre le portrait de quelqu'un qui a déjà grimpé tout en haut de l'échelle de Diotime. Quelqu'un qui ne s'intéresse plus à la beauté des corps, mais seulement à celle des âmes et de la sagesse. Et c'est là qu'on comprend tout le génie de Platon. Le banquet ne se termine pas sur une belle théorie abstraite. Il se termine sur un exemple humain, bien concret. L'amant parfait, ce n'est pas un dieu lointain comme Eros, c'est le philosophe, Socrate lui-même, qui incarne cet amour suprême, l'amour de la sagesse. Pour Platon, la vie philosophique est en fait la forme la plus accomplie de la vie amoureuse. Au final, ce que nous offre le banquet, ce n'est pas une seule définition de l'amour, mais tout un éventail. C'est une force qui nous pousse à être meilleurs, c'est la quête de notre moitié perdue, c'est une ascension vers l'absolu. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui n'est pas seulement pour les philosophes, mais pour chacun d'entre nous. Si l'amour est une échelle, sur quel barreau se tient-on ?